8h46, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner de l'actu ce matin avec Virginie Martin, Arlette Chabot et Elisabeth Lévy. Et on a déjà Arnaud qui est en ligne avec nous. On l'avait. Voilà, il a disparu, décidément. Il avait peut-être appelé pour jouer, et donc non, il voulait réagir à l'actualité. On va la voir en fait de nouveau. Et nous serons aussi avec Virginie Martin, donc Arlette Chabot et Elisabeth Lévy. Revenons sur l'un des sujets quand même du jour. C'est Arlette, vous en avez parlé ce matin dans votre édito à 7h20, hein, c'est-à-dire l'entrée de Jean-Paul Delevoye, Jean-Baptiste Djebbari. À chaque fois qu'il y a un petit souci, Emmanuel Macron, même s'il y a eu un gros souci l'année dernière, il a mis du temps avant de s'adapter, mais il réussit alors dans une position, là vous avez dit ce matin, c'est un anesthésiste, hein, c'est-à-dire que... J'ai dit que c'est un anesthésiste sur les problèmes de politique, la politique politicienne, la petite politique, c'est-à-dire qu'il a une posture, hein, il dédramatise tout, c'est pas grave, il a nié contre... Benjamin Griveaux, c'est pas grave, les départs des ministres, c'était pas grave, tout ça se calme. Donc là, il y a une manière d'anesthésier, de dédramatiser tout débat politique, alors qu'en revanche, on l'a vu jusqu'à présent sur les réformes. Alors là, c'est Jupiter, volontariste, je passe en force. Et donc, je passe plus en force. Et bien justement, et c'est ça qui change. C'est-à-dire qu'au fond, là aussi, il va apprendre à dédramatiser, écouter. Et alors là, l'incarnation de cette nouvelle méthode du gouvernement pour la phase 2 du quinquennat, évidemment, c'est Jean-Paul Delevoye, parce que dans la série Je démine, je suis un type sympa, rond, à l'écoute, modeste, il est le champion. Oui, c'est vrai. Elisabeth Lévy ? Non, mais moi je me demande surtout, si vous voulez, si on va pas avoir une deuxième partie, ce fameux acte 2 du quinquennat, où on va nous faire en permanence le baratin du c'est vous qui décidez. C'est-à-dire de la concertation, qui me semble être purement du baratin, parce que nous sommes heureusement dans un régime représentatif et que, effectivement, nous ne sommes pas 60 millions à prendre des décisions. Ça dépend, il y en a certains qui voudraient ça. Souvenez-vous du RIC, etc. Je me souviens de mes débats avec Étienne Chouard. Je trouve, si vous voulez, qu'il y a dans cette espèce de posture, maintenant, c'est vous qui allez gouverner, je trouve, on se moque de nous, non ? C'est-à-dire que on se moque de nous parce que c'est... On saura très vite. C'est-à-dire que, franchement, là, on a l'impression qu'on embrouille un peu le jeu. On dit aux Français, il y aura un débat sur les retraites. Ah bon, très bien. Donc tout le monde va donner son avis. Et à la fin, comme on dit dans les cours d'école, c'est qui décide. C'est ça qui sera intéressant. Si effectivement il doit y avoir une vraie consultation populaire, alors là pour le coup, c'est pas le RIC, mais il doit y avoir un référendum. Demander aux Français, qu'est-ce que vous préférez, partir plus tard, cotiser plus, cotiser plus longtemps. Ce serait ça, effectivement, la bonne solution si on veut consulter les Français. Sinon, avec le mauvais esprit d'Elisabeth, mais elle a raison, on va se dire tout ça c'est pipeau. Virginie Martin qui est en ligne aussi avec nous, qui sera en studio la semaine prochaine. Bonjour. Et vous, quel est votre sentiment ? C'est-à-dire que c'est pas de l'enfumage là, dont on parle, mais grosso modo, on veut remettre un peu les citoyens au centre et les corps intermédiaires, on va vous consulter. Vous y croyez ou pas ? Non, je n'y crois pas, ça n'a jamais quand même été cette méthode. En revanche, la méthode, c'est quand même qu'il est de bon ton dans la sphère d'Emmanuel Macron d'anesthésier en fait beaucoup le débat, de faire finalement, de nous enfumer, de nous anesthésier et après finalement de décider. Donc il y a quelque chose, effectivement, cette démocratie est toujours très horizontale, mais avec une volonté d'anesthésie. C'est pareil quand on disait, évidemment, et quand Emmanuel Macron dit et répète à l'envi que le clivage gauche-droite n'existe plus. On voit bien qu'il reste des valeurs de gauche et qu'il reste des valeurs de droite. Donc non, l'anesthésie, on voit bien, ne marche pas. C'est une tactique politique qui marche, en revanche, ça c'est vrai, mais dans le fond, ça ne fonctionne pas, parce que s'il y a toujours des valeurs différentes, tout de même, qu'on les appelle de gauche ou de droite. Elisabeth Lévy, vous n'avez pas... Je suis pas d'accord avec cette idée que le clivage droite-gauche a encore du sens. Je pense qu'il n'en a plus depuis très longtemps. La preuve, c'est que sur les grands sujets, par exemple, prenez l'Europe, l'école, prenez n'importe quel grand sujet, vous n'avez pas un clivage droite-gauche. Vous avez au contraire des batailles idéologiques très fortes à l'intérieur de chaque camp. Donc, si vous voulez, l'idée que le clivage droite-gauche existe toujours, c'est toujours un peu l'idée des gens de gauche qui veulent défendre le camp du bien. Il y a des gens, je dis pas que c'est votre cas, chère Virginie, mais c'est toujours, il y a toujours cette idée qu'il y a des gentils, c'est les gens de gauche et des méchants et qu'on va surtout pas tout mélanger. Franchement, je crois que ça fait très longtemps
entend que ça n'a aucun sens et que d'ailleurs Emmanuel Macron en a pris acte avec beaucoup de succès. Oui. Sur le clivage gauche-droite, Elisabeth, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a quand même à gauche la question du collectif et du commun qui reste quelque chose de très fort. Il y a à droite quelque chose qui part de l'individu. Non, ça part de l'individu et après ça va au collectif. La gauche est quand même toujours dans cette histoire de la création du collectif et du commun. Il y a des choses fortes là-dessus, je ne suis pas d'accord. C'est comme sur la question de l'école. Il y a une sorte de méritocratie beaucoup plus forte à droite et il y a une sorte au contraire d'école un peu qui tente d'être égalitaire et d'aller repêcher les plus faibles à gauche. C'est pas pareil. Non, on parle quand même pas des mêmes endroits. On le voit d'ailleurs dans les enquêtes. Et les gens, eux, ont encore ce clivage. Ce qui ne veut pas dire, et là je vous rejoins Elisabeth, qu'il n'y a pas au sein de la gauche et au sein de la droite des fractures. Et là-dessus, je vous rejoins. Non, mais je pense que on va pas continuer le débat sur la science politique, mais oui. Moi, je pense que je ne suis toujours pas convaincu, si vous voulez, par cette idée que la gauche, excusez-moi, si un parti a favorisé la montée de l'individualisme, du consumérisme, etc., ça n'est pas plus la droite que la gauche. Donc, la gauche qui se préoccuperait du bien commun, tandis que la droite, elle, pense l'individu, excusez-moi, c'est un peu daté, et ça rend pas du tout compte de ce qu'a été la gauche mitterrandienne, de ce qu'a été la gauche hollandaise. Tout ça est vrai dans les discours, si vous voulez, c'est pour ça. Et dans les affects. Là où je trouve que Virginie a raison, c'est que, malgré tout, Marcel Gauchet, j'ai souvent dit cela, c'est que malgré tout, les gens, il y a quelque chose dans l'affect qui reste très structurant. On se pense de gauche ou de droite. C'est vrai. Après, on voit bien aussi aujourd'hui les sujets qui sont en train de devenir très centraux, comme la question évidemment, notamment de l'écologie, de l'environnement. Tout à l'heure, il y avait un reportage sur les perturbateurs endocriniens. On voit bien que ces sujets étaient quand même portés plutôt par la gauche, souvent ris et moqués par la droite. Et aujourd'hui, on voit à quel point ils sont centraux. Mais là encore, il y a une façon, si je puis dire, de gauche d'aller les travailler et une façon dite, entre guillemets, de droite. Mais pour moi, enfin, de libéralisme en tout cas, peut-être Elisabeth, pour dire autre chose. Mais bon, Emmanuel Macron est plutôt dans ce camp du libéralisme. Sauf quand même, pardon Virginie, qu'il y a une droite très 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 à droite qui est très 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 écologiste. C'est une autre manière de défendre la terre, les valeurs, l'histoire. Et là aussi, on trouve des écolos très très écolos, même voire ultra, du côté de l'ultra-droite. Donc c'est ça qui est tout à fait compliqué. Je pense que la droite a du retard sur ces problèmes d'écologie, parce que oui, développement, etc., on connaît croissance avant tout, mais tout le monde commence à comprendre. Puis il y a eu des grands ministres de l'écologie aussi à droite. Tiens, Michel Barnier, il n'était pas mauvais. Quand il était ministre de l'Environnement, il avait peut-être du mal à convaincre ses copains. Et l'écologie, ni de droite ni de gauche. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point Yannick Jadot, aujourd'hui, essaye de dépasser justement ce clivage et de rassembler. À gauche, on l'accuse de partisan avec la droite. Mais Arlette, c'est précisément le problème des écolos, de même que le libéralisme est le problème des socialistes. Parce que, évidemment, ils ont en quelque sorte trahi les classes populaires. C'est quand même pas pour rien que les classes populaires votent Front National, enfin votent Rassemblement National et pas Parti Socialiste. Donc, et de même, le problème de l'écologie jusque-là, c'est qu'elle était complètement phagocytée par le gauchisme et qui s'intéressait beaucoup plus à la légalisation du cannabis et à la parité qu'aux questions d'environnement, franchement. Donc, alors, là, il y a une évolution aussi, c'est-à-dire que la démarche de Yannick Jadot est intéressante. On disait, au fond, tous ceux qui vont dans le même sens, ils se rassemblent, qui viennent de la droite et de la gauche, on s'en fout. Ce qui est quand même difficile pour lui à faire passer, effectivement, chez ses amis un peu gauchos. Dans un instant... Oui. C'est normal aussi, alors là, que ce soit difficile pour Yannick Jadot de faire passer cela, parce qu'on ne peut pas, comme vous le sous-entendiez d'ailleurs, prôner à la fois la financiarisation des marchés, l'ultra-capitalisme et l'ultra-mondialisation déchaînée, et la défense de l'environnement et l'écologie. C'est incompatible, donc à un moment donné, il faut trancher. Et la gauche là-dessus a un logiciel qui est plus compatible avec l'environnement et sa défense, je crois, pour freiner un peu la croissance. Dans un instant, on va poursuivre notre débat. Vous pouvez réagir sur
sur ce clivage. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est plus là pour vous? Et puis sur les violences faites aux femmes, nous allons y revenir aussi juste après le rappel des titres de 9h avec Elisabeth Lévy, Arlette Chabot et Virginie Martin. Et vos appels au 0826 300 300 sur ce qui vous interpelle dans l'actualité en fait ce matin. C'est peut-être l'absentéisme au travail, c'est peut-être ces perturbateurs endocriniens justement, ou alors comme tout à l'heure le coup de gueule. Tiens, si vous n'étiez pas là d'Elisabeth Lévy contre la rénovation de la gare du Nord qui va devenir un temple commercial comme beaucoup d'autres gares, notamment parisiennes. On y revient tout à l'heure. Elisabeth, Arlette et Virginie sont avec nous. Arlette Chabot, Elisabeth Lévy et Virginie Martin. On va poursuivre notre débat avec des appels en fait d'auditeurs. Et puis alors, il y a les violences faites aux femmes qui continuent quand même aussi un peu de faire réagir ce matin. Est-ce que les mesures vont assez loin, vont dans le bon sens? Est-ce qu'on en fait trop? On va commencer par vous, peut-être Virginie Martin. Oui, ce qui est déjà bien quand même, c'est que ce mot féminicide est rentré maintenant dans la bouche de chacun des journalistes. Donc c'est quand même pas mal parce que c'était un mot qui était un peu cantonné à la sphère des associations féministes et des militants et des militantes. Là, c'est vrai que ce mot est maintenant adopté. Il dit bien ce qu'il dit. Hein. Donc c'est important d'employer ce mot de féminicide. Les mentalités commencent peut-être à changer. Au niveau du gouvernement, les mentalités changent peu en fait. On prend quelques actes comme ça, on parle éventuellement d'un bracelet électronique et ce genre de choses, d'anti-rapprochement si je puis dire. Mais finalement, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas, et la secrétaire Marlène Schiappa en tête, qu'ils ne comprennent pas vraiment la question féministe dans ses entrailles intellectuelles. Si c'est-à-dire, attendez, je comprends pas là. Je ne sais pas parce que la question féministe c'est une question qui est profonde dans la société. Vous voyez, c'est pas un bracelet électronique, ça c'est en bout de course. Très bien, surtout qu'aujourd'hui quand même, grosso modo, l'arsenal juridique existe. En revanche, il faut travailler des mentalités, il faut travailler en amont, il faut travailler des choses plus profondes. Et le gouvernement, qui sait faire du buzz via Marlène Schiappa notamment, c'est pas tellement prendre ce sujet dans son entièreté, dans sa totalité. D'ailleurs, les associations féministes et les militantes sont assez déçues de cela. Et Varda Arlan, par exemple, qui disait aussi, la secrétaire d'État fait du buzz, mais pas vraiment de travail. Elle est très loin des associations. Elle s'est peu engagée sur le terrain depuis ces dernières années, et ça c'est réel et concret. Donc voilà, il y a un peu effectivement de déception et comme un peu une incompétence sur le sujet, si je puis dire. Elisabeth Lévy, Arlette Chabot. Non, moi je l'ai déjà dit à ce micro, je suis en désaccord absolu avec ce terme de féminicide. Et d'ailleurs, je vais vous donner peut-être un petit indice pour aller dans ce sens-là, c'est que les LGBT, il y a quelques jours, les LGBT se sont énervés en disant « chez nous aussi, attention, chez nous aussi ». Mais alors là, ça flingue complètement le raisonnement du féminicide, parce que le féminicide nous dit « elles sont tuées parce que ce sont des femmes ». Moi, je vous dis que ça n'est pas la masculinité toxique qui crée cela, c'est la conjugalité toxique. Or, la conjugalité, si vous voulez, c'est pas, ça n'est pas forcément... Bon, il se trouve qu'il y a plus de femmes tuées par leurs compagnons. Oui, mais encore une fois, d'abord ce terme, enfin moi je trouve révoltant, d'abord la façon dont tous les médias, sans discuter, embrayent là-dessus. Et je trouve assez révoltant aussi cette quinzaine de la violence conjugale. Parce que pendant 15 jours, on a les ours polaires, après on a les femmes, demain on aura les retraites, mais je dis, encore une fois, c'est un problème très grave, dont la gravité diminue, heureusement, et elle n'augmente pas, contrairement à ce qu'on nous dit, si vous voulez, et on ne fait pas rien. Peut-être faut-il faire plus, mais la façon dont tout le monde montre sa belle âme, si vous voulez, comme si c'était courageux de dire « je suis contre les violences conjugales ». Vous connaissez quelqu'un qui est pour ? Enfin, ceux qui tapent. Non mais si vous voulez, donc je trouve, si vous voulez, que c'est une occasion pour les médias de distribuer des indulgences, comme le faisait l'Église avant. Si vous voulez, je préférerais qu'on travaille sérieusement et qu'on arrête de vouloir des droits différenciés pour les hommes et pour les femmes. Mais n'empêche que on ne peut pas. D'abord, la gravité des faits ne diminue pas. Sur les viols, c'est toujours aussi spectaculairement nombreux. Ils sont toujours spectaculairement nombreux. Les féminicides, c'est pareil. Donc, c'est pas vrai. Non. Par ailleurs, dans la ça n'est pas. Pour les féminicides, madame, ça n'est pas spectaculaire. Dans la sphère professionnelle,
dans la sphère professionnelle, les inégalités salariales sont toujours là. Dans la sphère, par exemple, aussi, ne serait-ce que de la question, prenons la question aussi des migrations. On sait aujourd'hui que les migrantes se font beaucoup, évidemment, violer, bien plus que les hommes, mais beaucoup violer. Leurs voyages sont aussi parsemés de viols. Internationalement, dans les guerres, le viol est une arme de destruction massive. C'est quand même très grave. Donc, en amont, sur la question des femmes, il y a quelque chose de très particulier en tant que femme. En tant que femme, et je le répète, c'est pour ça que la question féminicide, philosophiquement, elle est très importante parce que c'est en tant que femme qu'il y a des viols de guerre, un système prostitutionnel, des histoires d'inégalité salariale qui paraissent moins graves, mais qui sont l'émanation de tout cela. Arlette Chabot. Franchement, moi je vais vous dire ce qui m'énerve très profondément, c'est que c'est un problème grave. Alors on utilise le mot, je ne sais pas si c'est un débat philosophique ou autre. Il y a un truc très concret. C'est vrai qu'il faut arrêter que les femmes, 100 femmes déjà depuis le début de l'année, soient tuées par leurs 10 compagnons ou époux. Le problème, il est simple, c'est que moi ça fait 20 ans que j'entends parler de ça. Il y a 10 ans, une certaine Nadine Morano, vous savez, était secrétaire d'État à la famille. Eh bien, Nadine Morano, elle était allée déjà en 10 ans en Espagne, voir pourquoi les Espagnols, eux, ils commençaient à réduire le nombre de ces féminicides. Elle était revenue avec des idées simples. Alors, il y a un téléphone d'urgence, il y a des bracelets électroniques. On a modifié les lois. Pourquoi ça ne marche pas? Et moi, ce qui me rend dingue dans ce pays, c'est que on est conscient des problèmes, on les dénonce, on prend des mesures. Et 10 ans après, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pas grand-chose, parce que ces lois ne sont pas appliquées, parce que les fameux téléphones d'urgence, ils sont dans les placards, mais quand on entend ça, c'est à devenir dingue. Donc, on recommence, on va faire un Grenelle, super, on va discuter jusqu'au 25 novembre, formidable, avec des victimes, avec les associations, on va dire qu'on forme les magistrats, les policiers, etc., etc. On fait toujours la même chose, et au bout du compte, il ne se passe rien. Donc, moi, ce qui m'intéresserait plutôt, au lieu de refaire un grand, tant mieux les concertations, ça mange pas de pain, ça peut faire plaisir, pourquoi c'est pas utile? Mais pourquoi on ne vérifie pas et on n'essaye pas de comprendre pourquoi les magistrats n'utilisent pas des mesures qui sont à leur disposition? Pourquoi les policiers ne distribuent pas ces fameux téléphones? C'est ça qui va pas dans ce pays. Et vous prenez tous les sujets, on revient à la même chose. Tout est sur le papier. Tout existe et on ne le fait pas. Donc il y a un truc de dingue. Vous pouvez parler. Mais moi, je voudrais quand même, excusez-moi, il y a quand même je suis navré de ramener la froideur des chiffres, mais il y a une illusion d'optique qui est liée au fait que effectivement nous avons cette profusion de témoignages épouvantables. Bien sûr, je veux dire, ce sont des tragédies intimes, terribles, en particulier quand les femmes vous disent qu'elles-mêmes ne peuvent pas partir, n'arrivent pas elles-mêmes à se dégager de cette emprise. Il y a ce témoignage ce matin dans la dépêche. Je dis ça pour ne pas être accusé, et d'ailleurs parce que c'est tout à fait vrai, je pense que ce sont des tragédies épouvantables. Là où il y a une erreur d'analyse et une illusion d'optique, c'est quand on nous dit que c'est un phénomène de société. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons 100 cas à l'échelle de la France. Si vous voulez, c'est terrible d'un point de vue individuel, mais j'espère qu'on peut descendre encore. Si vous voulez, mais l'idée qu'on va éliminer le mal de l'âme humaine, qu'on va éliminer... Attendez, pardon, Arlette, vous écoutez, je voudrais vous répondre. L'idée que, si vous voulez, vous allez réussir à faire de la France ou de n'importe quel pays, un pays dans lequel un crime comme cela aura disparu, aura été éradiqué, ne prend pas en compte ce que c'est que la condition humaine. Et ça ne veut pas dire, si vous voulez, qu'il ne faut pas aider ces femmes à s'en sortir, mais dire qu'on ne fait rien, alors qu'on a réussi, si vous voulez, et bien heureusement, alors qu'on a réussi à amener le phénomène déjà à ce palier, et j'espère qu'on peut encore descendre, mais je veux dire, on ne va pas éliminer le crime de la société. Donc l'idée qu'on ne fait rien est fausse. L'idée qu'on ne fait rien est fausse. Les 2/3 des prisonniers dans nos prisons sont incarcérés pour des crimes sexuels. Ils ont bien été arrêtés par des policiers et condamnés par des tribunaux. Les 2/3. Oui, les 2/3. Les 2/3 donc, si vous voulez, cette idée que tout va de plus en plus mal est fausse. Non, mais c'est pas ce que vous avez dit, c'est un peu ce que dit Virginie Martin, en mélangeant tout, en nous expliquant qu'il y a des viols dans les guerres africaines. Oui, il y a des viols dans les guerres africaines, mais il n'empêche qu'en France, la condition des femmes et la liberté des femmes a incroyablement progressé depuis 20, 30, 40 ans. Et le nier, si vous voulez, c'est vouloir, encore une fois, si vous voulez, montrer à quel point
on est bon. Eh bien, j'en ai assez de ce festival de belles âmes. Ouais. Bon, Virginie. Là, le problème n'est pas quantitatif, il est qualitatif. C'est-à-dire qu'on se fait violer en tant que femme, on se fait prostituer en tant que femme, on subit des violences conjugales en tant que femme. Ça, c'est qualitatif. Et je le rappelle, puisque vous aimez apparemment les chiffres, c'est 93 000 femmes qui ont été violées l'an passé, c'est 200 viols par jour, c'est jusqu'à 20% de femmes qui subissent des viols et des tentatives de viol. C'est absolument énorme. On sait très bien que si vous avez une fille ou une nièce, une tante ou qui vous voulez, celle-ci a à peu près 25 voire 50% de chances d'avoir subi. Non, c'est scandaleux. C'est scandaleux de donner ces chiffres-là. Ces chiffres ne reposent sur rien. Non, mais moi je ne peux pas. Excusez-moi, là quand même il y a quelque chose qui ne va pas. Dire que les femmes ont 50% de chances de se faire violer dans notre pays, c'est un mensonge. Dans l'enquête contexte de la sexualité en France, réalisée auprès de 13 000 personnes âgées de 18 à 69 ans, il n'y a pas de problème pour vous. Donc quand ils disent 20%, ah oui, bien sûr, j'ai dit ça. On subit un viol ou une tentative de viol, c'est faux. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Non, il n'y a aucun souci. Je vous dis que ces chiffres sont faux et je n'ai jamais dit qu'il n'y avait aucun problème. Et c'est d'ailleurs un des éléments du débat. C'est que les associations féministes brandissent des chiffres. Il serait trop long. On ne vous entend pas toutes les deux. Chacun à son tour. Si les chiffres des études scientifiques maintenant sont faux, oui, je vous dis que les associations féministes brandissent des chiffres qui sont manifestement surévalués, d'accord, de façon permanente. Il y a eu déjà des articles dessus. Si vous voulez, ces enquêtes où on vous sort, enfin, écoutez, vous vivez dans le même pays que moi, me dire que 50% des femmes, ou qu'une femme a 50% de chance de risque, pardon, mais chance, c'est pas une chance. Chance, c'est un terme statistique, pardon. À 50% de risque de se faire violer, excusez-moi, soit vous vivez sur la planète Mars ou en Afghanistan, mais vous ne vivez pas en France. Allez, soit vous vivez à Paris, dans trois rues. Bien sûr, parce qu'à Périgueux et à Toulouse, si vous voulez, on le sait bien, si vous voulez, les femmes sont violées en permanence. Enfin, écoutez... Allez. Jean, il y a Jean qui veut intervenir au standard. Excusez-moi, Elisabeth et Virginie. Jean, vous nous appelez le nom jumeau, merci beaucoup. Bonjour, Jean. Bonjour, je vais pas aller à Périgueux, c'est vachement dangereux. Non, je réagissais parce que j'ai une épouse, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est assistante sociale depuis très longtemps. Et quand elle entend tous ces problèmes là en ce moment sur les politiques, ce matin elle écoutait la radio, elle dit mais les politiques, mais c'est incroyable, ils ont des lois, il y a des textes de loi, je réagis à ce que la personne qui est avec vous dit, c'est exactement ça, il y a des textes de loi qui existent, ils ne les appliquent pas. Et elle, en tant qu'assistante sociale, ces choses-là, elle a eu à les gérer et ainsi de suite. Mais elle est énervée de voir que les hommes politiques, même les hommes politiques du monde nouveau, ne savent même pas qu'ils ont des textes de loi, mais ils ne sont pas appliqués. Alors, c'est la paix sociale. C'est-à-dire, on n'applique pas certaines lois parce qu'on se dit, bon, on va avoir des emmerdements, ça va pas plaire. On a plein de lois en France qu'on n'applique pas. Et sur ce sujet-là, là, par exemple, le président de la République, il découvre qui pose la question de savoir si on ne pourrait pas ouvrir 24 heures sur 24 et le week-end. Ma femme, tout de suite, elle réagit, bien sûr qu'il faut ouvrir, parce que c'est le week-end que ça se passe. C'est vrai. Et c'est le week-end que la boutique est fermée. Et donc, il y a plein de conneries comme ça, excusez-moi du mot. Donc, je transmets l'énervement de mon épouse ce matin, parce qu'elle a dit quand même c'est insupportable, quand on fait du social, de savoir qu'il y a des textes de loi, que là, on va faire des grands raouts, des grandes messes. Et ces grandes messes, elles ne servent qu'à faire de la communication en disant tiens, on va se réveiller. Seulement, ils ont déjà dans leur pouvoir des textes de loi qu'il faut les appliquer et ça, faut arrêter de discuter, quoi. À un moment donné, en France, il faut appliquer les textes de loi qui sont votés ou alors ça sert à rien de les voter. Ou comme disait Pompidou, arrêtez de faire des lois pour emmerder les Français. Donc soit on les fait, on les applique, soit on les fait pas, c'est tout. Mais aujourd'hui, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont tous les moyens, les services sociaux, la justice, la police pour faire les choses. Donc c'est une découverte qui n'est pas une découverte. Non mais Jean, vous avez raison, et votre épouse surtout a raison. Et quand on travaille quand on travaille dans ce secteur, on voit, on est conscient des choses et de ce qui ne va pas, de ce qui pourrait être fait. Alors et ça, en plus, on peut l'étendre à plein d'autres secteurs. Là, en l'occurrence, on est sur les violences conjugales, hein, bien sûr. Et ça, c'est vrai, et c'est ouvert. Il s'agirait simplement de peut-être d'améliorer un peu le système, parce que c'est vrai qu'on peut toujours faire évoluer et améliorer le système, hein, Jean. Ça, je pense que votre épouse vous le dit, quoi.
Bien sûr qu'il y a plein de choses à améliorer, mais là, quand le président de la République pose la question au service, j'entendais ce matin à la radio, le président fait un truc hier, il fait demi-tour, il dit mais dites donc, est-ce qu'on pourrait ouvrir le week-end Est-ce que l'appel pourrait être fait le week-end et mon épouse, elle est là, elle saute sur son tabouret devant sa tasse de café. Mais bien sûr, mais il y a longtemps que ça devrait être fait. Parce qu'évidemment, elle sait que c'est le week-end que ça se passe. Jean, je rappelle les heures d'ouverture, c'est 9h, 22h du lundi au vendredi pour le 39-19 et de 9h à 18h le samedi et le dimanche. Et c'est censé là que les gens le boivent plus et font la fête. Mais alors qu'on sait que bien souvent... Dans les faits, ça se fait pas. Dans les faits, ça se fait pas. Ouais, et puis après 18h, pardon, mais le samedi et le dimanche, c'est bien souvent là aussi où il y a... on va pas rentrer dans le détail de la vie en fait des couples, hein, mais bien souvent entre l'énervement, les drames liés à l'alcool, etc. C'est là où ça se pose, quoi, bien souvent. Hein. Mais vous savez, au Festival de Cannes, il y avait une ligne anti-harcèlement qui s'arrêtait à minuit, alors que pendant le Festival de Cannes, c'est évidemment pendant les nuits que ça se passe, donc c'est un peu toujours la même chose, en fait. Ouais. Bon, merci à tous d'avoir participé à ce débat, Jean, effectivement, et Virginie Martin, qu'on retrouvera en studio la semaine prochaine. C'est plus simple quand même de débattre quand on est face à face, et puis vos appels. Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, merci.